Je trouve ça formidable que vous vous intéressiez à ce régime seigneurial qui est très peu connu finalement. Et entre nous, c'est des seigneurs, mais ce n'est pas des aristocrates. Ce sont nos seigneurs à nous, qui étaient souvent plutôt des intendants, et qui finissaient par acquérir une seigneurie qui était un lot. Quand je suis arrivée ici, c'est les bâtiments. Je me suis dit, on ne peut pas perdre ces témoignages-là, ces témoins-là de l'époque de fondation de notre pays. Alors ça, j'ai trouvé ça dommage. Et j'ai compris aussi dans mes enfants et mes petits-enfants que c'était complètement parti de l'univers des jeunes de maintenant. Nous, on en avait au moins un peu encore l'idée. Mais là, eux, c'est vraiment complètement... ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les seigneuries aujourd'hui, tu n'entends plus parler. Puis les gens... moi, je connais les seigneuries de par ce que j'ai vécu avec ma mère. Lorsque les gens venaient payer des terrains ou les locations de terrain, là, mais mes enfants, eux, n'ont pas connu ça. Puis la plupart des gens ici, sauf d'un certain âge, oui, ils connaissent les seigneuries, mais pas les jeunes d'aujourd'hui. C'est une autre génération. Là. Je pense que ça s'est arrêté à la génération de ma mère, de mes oncles. Il s'est passé quelque chose dans les années 60. Parce que mes grands-parents ont vraiment vécu une vie que moi, j'ai pas vécue. Ils avaient des chauffeurs, ils avaient des bonnes. Grand-maman, elle a vécu une vie de princesse. Elle allait au bal. Est-ce que vous ressentez appartenir à un groupe privilégié, à une élite? No, pas de privilege. No privilege. I would say it's more a sense of contributing. I think that what's important is to respect the heritage of where we come from. The family is a very important part of the community, the development of the community, and I believe that it keeps us. It's important for our generation and the generation underneath us to continue the importance and the knowledge of this family line. And for me, that's what's important. Being part of it is to continue it through my daughter. J'arrive dans cette famille dont les ancêtres sont arrivés au Canada en 1634 avec M. Champlain et qui ont obtenu, après avoir posé des gestes méritoires, ont obtenu les lettres de noblesse et ont joué un rôle au niveau de la société, de la mise en place des structures, etc. Et on a été élevé très jeune avec un sens de noblesse oblige, ce qui était un sens que la noblesse était un don de Dieu, dans un sens, là, ça nous était transmis par nos ancêtres, que cela nous conférait des privilèges, un statut très particulier, et dans les lettres de noblesse, entre autres, on peut lire que, étant devenus nobles, nous ne sommes plus sujets aux lois, etc. Donc, on pourrait être des brigands, puis on ne se ferait jamais poursuivre. La première fois qu'on m'a pointé du doigt, c'était ici. C'est Lucien Bouchard qui m'a dit « Évidemment, toi, avec tes origines nobles, tu peux bien dire ça. » C'était une conversation où j'ai dû, je ne sais pas, faire une citation quelconque, alors que lui est un homme immensément cultivé et tout. Puis on se taquinait. Et puis il m'a dit, et c'est la première fois qu'on me l'a dit. Et donc, quand vous vivez dans cet environnement, c'est bien évident que vous n'y pensez pas, parce que moi, j'allais à Saint-Hyacinthe, bon, puis il y avait la place Casimir de Sol, puis il y avait... J'étais habituée.
Henriette de Sol, pour moi, je lisais son journal quand j'étais petite. Ça fait vraiment partie de la famille. Et c'est maman qui a fait publier la première fois. Alors, quand j'étais petite, c'était normal. Donc, toute cette famille de Sol qui rejoint la famille de Louis-Joseph Papineau et plusieurs des familles qui ont été importantes dans l'histoire du Québec, ça fait partie de mon histoire à moi. Mon arrière-grand-père, Archibald Campbell, a acheté le seigneurie en échange pour, je pense, de propriété à la ville de Québec. Et à ce temps, c'est dans la famille, le Cap-à-l'Orignal, Cap-Arrangé, l'île du Bic aussi. Et ça, c'est sur le régime seigneurial. C'est tout dans la famille. Et dans mon enfance, my mother would take us, my brother and my sisters, and she would take us to visit the people of the village. And it was more, that was an element of the old seigneurial system. She was un peu comme le grand dame qui fait des visites aux paysans. Mais pour moi, c'est rien de ça. Et les gens souriaient souvent en le voyant. Il dit, tu sais, ton père, c'est lui le dernier seigneur de Terrebonne. Parce qu'il se comportait comme quelqu'un comme ça. Est-ce qu'il faisait pas d'exprès ou pour s'amuser? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup plus d'importance familiale pour mon père que pour moi, ou pour mes oncles et tantes également. Il était immersé dans cette histoire. Immergé, je devrais dire. Hein? Il fallait bien se tenir à table, comme les maçons sont supposés se tenir. Il fallait bien parler. Il fallait bien se comporter. N'oublie pas, c'est ton arrière-grand-père, c'est ton grand-père, c'est ça. Alors, oui, on se dit souvent, bien écoute, comporte-toi bien, OK? C'est possible parce que les gens se comportent mal, que tu vas aller jouer avec eux, faire la même chose. Hein? Tu es le fils d'un papa qui est intéressé à ce que tout aille bien, tout soit juste. C'est très vrai. Beaucoup plus que ma mère. Ma mère souriait toujours. Ben voyons, Henri. C'est pas si important que ça, dans le fond. Il y avait réellement là, une fierté, ou j'appellerais une noblesse, sans faire de jeu de mots. Là, quand on arrivait là, il fallait s'asseoir d'une certaine manière, il fallait parler d'une certaine manière, il fallait être peigné d'une certaine manière, il fallait être habillé d'une certaine manière, qui était différent de mes petits amis à l'école où j'étais. Sacré pour moi, dans une cour d'école, c'était impensable. Et puis, évidemment, je détonnais en partant. Puis, ma grand-mère voulait que j'aie des cheveux peignés comme le prince Charles. Une autre chose qui était importante, c'était la classe que ma grand-mère dégageait, Clara Taché. Tout était centré sur la noblesse et puis ça a beaucoup influencé ma vie, juste sur mon comportement, puis dans mes relations qu'il y avait avec mes confrères de classe. Puis ça venait tout de ma grand-mère. C'était réellement une classe ou un comportement de classe là, qu'il fallait passer dans les générations, mais qui ne se passait pas nécessairement dans une cour d'école à Loretteville. J'ai eu le privilège, moi, de vivre là-dedans. C'était révolu depuis 100 ans au moins, mais, et surtout à Sainte-Catherine, petit village éloigné de Québec, ma grand-mère a été la première qui était instruite et elle avait un sens de responsabilité. Elle allait chez les malades, les aider. C'est elle qui a fait venir éventuellement des religieuses pour qu'il y ait une école. Donc, et tout ça, évidemment, dans son rôle de responsabilité de ce qu'était le devoir des gens qui avaient reçu ce privilège de naître dans une famille d'aristocrates. Ce qui n'était pas nécessairement le cas des seigneurs. Hein. On sait, la majorité des seigneurs n'avaient pas été anoblis. Il y en a d'ailleurs seulement 12 familles qui sont anoblies au Canada. Et ce sens
de responsabilité et de l'histoire nous était imprégné d'une façon très, très imposante. Bon, on était les petits seigneurs, hein, au manoir. On n'avait pas le droit de jouer avec les autres enfants à Sainte-Catherine. Quand on allait, je me souviens, quand on allait au village avec grand-papa pour aller chercher la poste puis aller à la boulangerie, on était des petits messieurs. Donc, il y avait cette distance qui était concrète et qui était respectée de part et d'autre. Quand Elzéar venait porter la crème en charrette ou le beurre dans les moules, il aurait été extrêmement inconfortable si grand-maman l'avait invité à rentrer dans la cuisine ou quoi que ce soit. Il fallait vraiment respecter son rôle. Il y avait une espèce de petite élite qui se formait dans certains endroits. À partir d'affinités intellectuelles, d'affinités de comportement, de manière. Ça fait, c'est amusant parce que Yves de Roquebrune, c'est le type même de l'aristocrate. Hein, il en a toutes les caractéristiques dans sa façon d'être, dans sa façon, une espèce de désinvolture dans la vie, des choses comme ça. Ça, c'est typique de la noblesse. Parce que, finalement, je dirais, la différence entre la noblesse et la bourgeoisie, c'est un peu la différence entre la poésie et la prose. Je m'appelle Anita Rioux. Là, je mets X, mais on ne mettait pas d'X à Rioux. C'était bien important. Puis, j'ai 95 ans. Souvent, quand on parle des Rioux, on parle de la seigneurie, plus autrefois que maintenant. Parce que maintenant, il n'y a plus de seigneurie. Alors, autrefois, c'était ça, surtout. Et pouvez-vous me dire quelques mots vous parlez de la fondation, quelques mots sur l'ancienneté des Rioux? Ah, ça fait depuis 1600 quelque chose, là. Et puis, le premier qui est arrivé ici, il s'appelait Jean, puis sa femme s'appelait Catherine Leblond. Et je suis la 8e génération de cette famille-là. Mon père, c'était Joseph Magloire, et c'est lui qui est devenu seigneur. Il y avait d'autres garçons, mais je ne peux pas vous dire comment ça se fait que c'est lui surtout. Parce que j'étais jeune, puis mon père il est mort en 1931, je n'étais pas vieille. Quand il est mort, c'était ma mère, il l'appelait la seigneuresse. Mais comme en 1938, les rangs seigneuriales ont été abolis, bien là, on n'entendait plus parler. Il y a mon garçon, Gaston, qui souvent, il l'appelle le seigneur, mais moi, là, c'est plutôt rare. Ma mère n'aimait pas se faire appeler la seigneuresse. Fait que c'était Madame Anita ou Madame Rioux. Mais elle n'aimait pas se faire appeler la seigneuresse. Mais les gens... Et même encore aujourd'hui. Les gens le disaient plus à son insu, quoi. Oui, c'est ça. Non, il disait on va aller sa seigneuresse, mais il s'adressait à Madame Rioux. Sauf ses amis ou les gens qui la connaissaient très bien. Pour la taquiner, il disait bonjour Madame la seigneuresse. Ouais. Puis même encore aujourd'hui, quand j'étais avec elle, des fois je la taquine. Je parle de la seigneuresse, là. Pourquoi vous aimiez pas ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça revient d'abord. Il m'appelait comme ça, puis ça revient. Mais Gaston aimait ça, lui. Fait que j'ai dit laisser. Moi, d'ailleurs, mon surnom, c'était le Seigneur. Seigneur parce que, à cause de la seigneuresse. Fait qu'il y a bien des gens qui, de tout mon jeune enfance, qui m'ont toujours appelé le Seigneur, qui connaissent même pas mon nom. Ils savent chez Rioux, mais le prénom de Gaston, ils ne connaissent pas.
je crois que de savoir d'où nous sommes, c'est une chose assez importante et surtout d'avoir nos racines documentées, juste en allant jusqu'à 1300 à peu près. Je trouve ça assez spécial. Puis c'était toujours comme ça parce que mon grand-père y en parlait. Michel Eustache Gaspard, Chartier de Lobinière, qui était le deuxième seigneur, il s'est marié 2 fois. La première fois, ils n'ont pas eu d'enfants. La deuxième fois, ils ont eu plusieurs enfants, 6 ou 8 si je ne me trompe pas. En effet, c'est lui qui a vraiment lancé la seigneurie à Vaudreuil. Il a donné la terre pour l'église Saint-Michel. Il a été responsable pour la milice parce que c'était la responsabilité du seigneur en ce temps-là. Il s'est fait construire un moulin pour fabriquer la farine, pour faire la farine. Et puis, de ce mariage... Lui, sa première femme, Joseph de Tonnancourt, elle est décédée. Et puis là, il a remarié Charlotte Monroe. Donc, ils ont eu une fille. Puis, elle a tombé en amour avec un Anglais, un Harwood. Et puis, je viens juste d'apprendre, en fait, récemment, qu'ils ont fait une décision que l'éducation des enfants, ça serait toujours bilingue, de ce point-là. On parlait toujours anglais et français. Je ne sais pas si c'était une raison, c'était une façon d'être. Mon grand-père était couramment bilingue aussi. Nous, on est bilingue, ça fait partie de la culture et c'est un grand avantage à toutes sortes de niveaux. J'ai été élevé dans les 2 langues, mais je me rappelle que mes oncles Fragasso parlaient un anglais impeccable. Alors, fort probablement que, puis d'après ce que je semble comprendre, c'est ma grand-mère Duchesnay qui leur a montré à parler les 2 langues, qui parlait également. Donc, la langue anglaise était comme un absolu. Pour nous, les Écossais, ils faisaient partie de la famille, parlaient français et étaient membres à part entière. Mais il ne faut pas dire anglais. C'est tout à fait indépendant. Et en général, les Écossais parlaient français, faisaient un effort pour parler français. Au point de vue religion, la plupart étaient des presbytériens, il y avait peut-être certains anglicans, mais ce n'était pas un problème. Pas de conflit, non, non. Je pense que c'est au pas parce que nous sommes d'Écosse et les Français et l'Écosse, c'est comme ça. Pas les Anglais. Mes parents étaient des amis de la famille Campbell, des grands amis. À ce moment-là, on avait toujours des soupers ou des dîners tous les mardis soirs. Et on demandait que les dames, en général, viennent en robe longue. Et c'était très beau. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on parlait le français et on parlait l'anglais. Tout le monde comprenait avec facilité et c'était très beau. Alors j'ai des mémoires assez précieuses de mon enfance ou ma jeunesse avec mes parents là. Avant que ces gens-là deviennent officiers des troupes de la marine, au début, ils sont souvent officiers de milice dans leur seigneurie. Prenons Pierre Boucher. Ce seigneur, lui, c'est un seigneur. Il est anobli, et parce qu'il est anobli, ses petits-fils, ensuite, comme ça, vont être officiers des troupes de la marine, vont être au service du roi, mais n'importe où. Ils sont donc beaucoup moins attachés à la seigneurie que pouvait l'être leur grand-père. Là, au 19e siècle, il y a un retour à la terre. De toute façon, que les nobles quittent les villes, et on voit que, on sait aussi parce que les seigneuries se développent. Alors là, les gens ils tirent l'essentiel de leurs revenus de l'exploitation des seigneuries. Ils deviennent des propriétaires terriens. Parmi les familles nobles du régime français, ceux qui ont réussi la transition à rester dans l'élite, après sous le régime anglais, étaient soit parce qu'ils avaient des seigneuries, soit parce qu'ils avaient des postes de fonctionnaires. Les salaberries, c'était plutôt par des postes d'officiers, enfin, une sorte de conseillers législatifs, mais il y a d'autres familles vraiment là,
enfin, qui devaient leur poids social à leur seigneurie. Comme les Saint-Ours, par exemple. Les Saint-Ours, pour eux, ben, ils se recentrent à Saint-Ours. Ça, les charretiers de l'Aude-Binière, à Vaudreuil. Comme ça, on voit, il y a un enracinement. Je sous-signais Antoine Juchereau du Chesnay, écuyer, seigneur de Beauport, Grand'Anse, Goderville, Fossambeau, et connaissant que l'heure de la mort est incertaine, et ne voulant en être prévenu sans disposer des biens qu'il a plu à Dieu de m'accorder, déclare que je fais mon testament sans suggestion de personne et de mon propre mouvement. Quand il aura plu à Dieu de retirer mon âme de ce monde, je veux et ordonne que mon corps soit inhumé dans l'église de la paroisse de Notre-Dame de Beauport, à l'endroit où mon père, ma première femme et tous mes enfants l'ont été. Les Campbell ont parlé à mon père de justement le moulin seigneurial ici, qui était à ce moment-là en désarroi. Le moulin seigneurial ici a été en désarroi depuis 1919. Alors, il y avait bien des choses à faire. La roue avait été déjà enlevée. Il y avait des gens qui sont entrés prendre ce qu'ils pouvaient. C'était en 1929 qui a décidé de l'acheter. Ça signifie pour moi un bâtiment dans lequel on peut offrir certaines choses. Depuis très longtemps, peut-être 25 ans, j'offre des concerts ici. On offre un prix, on offre le prix du Moulin seigneurial au mois de novembre. On a offert un concert au mois de juin pour les lauréats du concours de la vallée du Richelieu. Ça faisait longtemps qu'ils espéraient que l'île soit conservée comme un site historique, parce que ça l'est. Et puis, la province tirait un peu de son côté, au point de vue financier, il ne voulait pas s'impliquer. Et papa voyait bien ce qui se passait, et pendant un temps, c'était triste, le propriétaire avait même installé des toilettes publiques devant chez nous. Ah, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Puis il avait raison. Avec l'appui du maire de la ville de Terrebonne, ils ont réussi à faire considérer l'île comme quelque chose d'important, comme un petit joyeux. Et finalement, ça a été déclaré officiellement. La province a acquis l'île et a commencé à la nettoyer, à démolir ce qui ne devait pas être là, et puis l'ouvrir éventuellement pour le public, comme on voit maintenant. Mon arrière-grand-père était le premier seigneur du Bic qui habite au Bic, et ça c'est à cause de le chemin royal. Et il a donné beaucoup de terrain, les gens ici, et il est marié à Agnes George, née Durham. Et il habite à Bic jusqu'à sa mort en 1862. Et son fils, William Darling Campbell, était le dernier seigneur du Bic. Et il a marié avec Isabella Jane Noble. Et une de les filles de Isabella Jane et William Darling était ma arrière-grand-mère, Grace Agnes Campbell. Et elle a acheté cette maison ici. She had two daughters, Cicely et Gwyneth. Et Cicely est ma grand-mère. Et elle habite ici dans les étés. Et ma mère aussi, et moi, et de temps en temps mon père. Mais je pense que c'est plusieurs des gens sur la génération de femelles, pas les mâles, c'est mostly the women. Vous étiez conscient que c'était votre
famille qui possédait ces terres. C'était chez vous, c'était comme ça. Parce que vous étiez finalement un jeune homme quand ça a été vendu au gouvernement. Oui. Et maintenant, ça, c'est une zone de préservation extrême pour les animaux et les fleurs. Et dans le parc, est-ce qu'il y a des plaques where the name of the family is written, is remembered? Dans la maison Feindel, il y a une exposition sur l'histoire du parc et il y a beaucoup de photos que nous avons données pour l'exposition et je pense que ça c'est la seule place dans le parc. Dans ma famille, Casimir a été quand même maire de Saint-Hyacinthe et comme maire, il a fait beaucoup de choses importantes. Ensuite, le mari de ma grand-mère a été lui aussi maire de Saint-Hyacinthe avant de fonder le Trust, Montreal Trust après. Mais c'est une responsabilité aussi civique quand on a cet héritage. It depends, I think, on the individual that has the responsibility, if you will, to talk about the family that you have. Some people may use it as a status, and some people may use it as a privilege. And I think that the word you used was correct, that it is a privilege to be part of such an ancestry. And I think it's something that is humbling because you have to sort of be responsible to carry it on and to make sure that it doesn't stop. The knowledge of the family, if you will. As far as the privilege in a monetary sense, I don't find it as important to be part of a family that is like that as it is to be a part of a family that's nurturing to a community and gives back to the community. Notre famille sont impliquées dans l'Église. Ils ont refait la toile de Saint-Michel, ils ont contribué beaucoup au niveau de la préparation de l'Église. Ils ont, si je me souviens bien, ils ont même donné le terrain à l'Église pour construire l'Église. Ça fait, ils s'impliquaient. Aujourd'hui, maintenant, ça me fait 8 ans, 10 ans que je suis ici, dans les seigneuriales, les gens me connaissent. Je suis allé dans un restaurant pour une tasse de café, ça m'a coûté 1,5 pièce comme tout le monde d'autre. Ça fait, on n'est pas différent que les autres. Mon père était notaire. Il a été un des pionniers de la traduction des lois à Ottawa. C'était un homme qui était très dévoué, qui était très fier de sa famille. La preuve, c'est que son premier fils, il l'a appelé de Saint-Denis, comme Nicolas Juchereau. Et son deuxième fils, il l'a appelé Henri, comme l'arrière-grand-père Elzéar Henri. Et ben moi, c'est Marguerite. Il trouvait que c'était un beau nom, probablement, je pense, qui est digne de la famille. Et c'est tout. On n'a jamais fait d'ostentation sur notre nom, sur notre famille. C'est ça. Yves Drolette m'a confirmé ma noblesse, mais ça ne m'impressionne pas du tout. Ma mère était un peu une Marie-Catherine Peuvret. Elle était très fière du nom de Duchesnay et elle veillait à ce que nos fréquentations soient acceptables. Ah oui, ma mère avait ce tempérament-là. Oui, ça avait peut-être un peu plus d'importance, mais plus ça va, moins ça en a. Ben, quand on se rencontre entre nous, on est content, mais on se sent entre nous, mais pas plus que ça. Le patrimoine était en nous. Moi, personnellement, quand j'étais petite, enfin quand j'étais adolescente, on m'a donné ce petit coffre qui avait été donné à Henriette de Sol par Louis-Joseph Papineau. Alors, on me l'a donné, puis ça va aller avec le reste au musée McCord. Ce que je connais dans ma famille de la responsabilité d'être un seigneur ou d'être un maire ou d'être un sénateur, c'est une responsabilité politique de gouverner pour le bien du peuple. C'est pour ça que je m'occupe de nos petites églises ici, qui sont des petites églises anglicanes, mais il faut les restaurer, il faut les conserver. Moi, j'ai vraiment toujours senti ça. Je ne suis pas allée en politique parce que je
j'ai pas assez la langue de bois, probablement. Mais ça me passionne, que ce soit ici, aux États-Unis, en France, parce que c'est quand même... les seigneurs avaient une responsabilité de s'occuper des gens qui travaillaient sur leur terre, leur propriété. Il faut leur mettre un chemin de fer, il faut leur trouver du travail, il faut aménager la ville. À Terrebonne, c'était surtout les papiers de mon arrière-grand-père, son fils qui s'appelait Rodrigue, qui était un politicien et qui a écrit beaucoup, qui a été très, très, très longtemps impliqué dans la politique, et provinciale et fédérale, et puis qui avait conservé tous ces papiers-là. Et heureusement, ça n'a jamais été jeté. C'est un vrai boulet de canon qui, je crois, selon mon père, a été laissé à Terrebonne par les troupes anglaises qui étaient cantonnées à Terrebonne lors de la rébellion de 1837. Les boulets ont été ramenés dans la maison où moi je vivais. Et en tant qu'enfant, bien évidemment, on savait où ils étaient. Et chaque été, on faisait une pyramide avec et les remettait en ordre. Quand j'entends parler de l'histoire du Québec à travers ma famille, c'est toujours un peu surprenant. Par exemple, je sais que je crois que Sophie Masson avait financé les études de Louis Riel. Ils étaient proches de Papineau. C'est toujours voir l'histoire avec un angle qui est un peu particulier, qui est très intime parce qu'il faisait partie de la construction du pays puis des grands événements de l'histoire. OK. Brother and sister, this is a record book. C'est un livre de record de les paiements de taxes seigneuriales à nos ancêtres. Nous, on n'a pas vu l'argent, mais j'ai vu, il y en a qui payaient 50, 60 cents par année de taxes. Il y en a qui ont payé un peu plus cher. 60 cents? Par année, oui, de dîmes. C'est la taxe au Seigneur. En argent. En argent. En lien avec le passé seigneurial de votre famille, est-ce que vous avez l'impression que votre famille avait le sentiment de devoir jouer un rôle pour Saint-Georges, puis pour les gens de Saint-Georges? Devoir un rôle veut dire comme ceci, c'est que si quelqu'un se présentait pour vivre à Saint-Georges, possiblement, tout aurait été fait pour aménager et encourager cette personne-là à rester à Saint-Georges. L'aider s'il vaut, si c'était le cas. Hey, moi, il y avait des familles qui avaient besoin. Puis chez nous, quand on passait le lait, s'il y avait 3 ou 4 pintes de lait qui étaient restés sur le haut de la galerie, on ne ramassait pas de sous. Puis à d'autres places, mais on ramassait 5 cents la pinte. Cet objet que vous vouliez nous présenter, qu'est-ce que c'est, ça, Mme Rio? Ça, c'est une canne de pomme d'or. Ça dépend. C'est mon père qui avait ça. C'est une canne qui se servait, lui, probablement. Et pour vous, c'est un objet qui est précieux? Oui, c'est un objet qui est précieux parce que c'est authentique là, à la famille. Je pense que ça doit être rare, ceux qui ont des cannes comme ça. Avez-vous des souvenirs de moments où des gens venaient à la maison quand vous étiez petite fille ou jeune fille? Bien, ils nous parlaient, mais ils ne nous appelaient pas le Seigneur. Là. Ils venaient payer nos rentes. Ils disaient qu'ils venaient payer leur rente seigneuriale. On avait donné le terrain du cimetière. Et puis, comme les écoles, c'était la même chose. Le terrain a été donné. C'est les maires qui venaient nous voir puis nous demandaient de donner ça. Fait qu'on le donnait. Je me rappelle la première fois que j'ai été invitée pour le thé. J'ai été invitée là. Et j'étais très heureuse. Je trouvais que c'était une très belle invitation. Je crois que j'avais peut-être 4 ans. Et j'ai mangé et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment extraordinaire, tellement que j'étais malade. Et ma mère était bouleversée. Alors, on a pensé deux fois avant de m'inviter au thé,
formal teas. On a pensé 2 fois avant de m'inviter encore. Quand j'étais petite fille, c'était toujours les peintures qui étaient sur les murs chez mon grand-père et là chez Henri. Ça me faisait peur d'un côté, tu sais, parce que ça avait l'air un peu sévère, c'était peint à l'huile dans le temps, dans l'ancien temps, les gens avaient l'air très sérieux, mais je trouvais ça assez intéressant que c'était mes ancêtres. La maison à Outremont, c'était un musée. On va le dire comme ça, là. On n'avait pas le droit d'aller jouer dans le salon. Il y avait les portraits de Joseph et Sophie Masson qui étaient dans l'escalier pour monter au 2e étage. La façon dont nous, on a vécu ça, c'est un peu avec de l'insouciance. On avait peur. Sophie, le portrait de Sophie, là, qui est maintenant ici au musée, elle nous faisait très peur. Elle était dans la cage d'escalier quand on descendait, puis à chaque fois, il fallait éviter son regard. On descendait l'escalier vite parce qu'elle nous faisait peur. Dans l'identité familiale, la transmission du nom, mais aussi des prénoms, il y a une symbolique importante. Quand j'étais petite, j'ai mon grand-père Charles, j'ai mon papa Charles, j'ai mon cousin Charles. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Les noms et les prénoms touchent les ancêtres. Parce que mes parents ont choisi les prénoms et les noms pour aller avec la famille ancestrale. Ben Robert, c'était Robert Unwin Harwood, qui était un des débutants ici à Vaudreuil. Alain, ça vient avant Vaudreuil, Alain Chartier, qui est un des débuts de notre famille dans les années 1600 et des poussières. De Lotbinière, ça c'est quand la famille Chartier et la famille de Lotbinière sont devenus ensemble. Et Harwood, ça c'est avec M. Robert Unwin. Ça fait chaque nom, prénom, veut dire quelque chose. Et puis en ville, au village, à l'église, à la paroisse, est-ce qu'il y avait des moments ou des lieux où le statut de la famille Poser était mis de l'avant, là? OK, ben là, on avait on était protestants, on avait notre église, notre chapelle. Et l'église catholique, c'est une autre chose. Mais souvent, écoute, dans l'église catholique de Saint-Jean, il y avait un banc pour la famille Poser. Même si vous étiez anglican? Oui. Quand l'église a été construite, ils nous ont donné 3 bancs. Il y avait un banc, mais ils l'ont séparé. On a eu 3 bancs pendant plusieurs années. Et puis, on avait même une messe par année, une messe basse par année. Mais ça dépendait du curé, ça. Quand il y a un changement de curé, là, des fois, il n'y avait absolument rien. Il était vu comme des seigneurs encore, d'une certaine façon. Par exemple, l'église de Mont-Saint-Hilaire, le premier banc était réservé pour cette famille-là. Mais je ne les ai jamais vus, là, dans l'église catholique. Je ne les ai jamais vus. Mais quand même, le banc était réservé à eux. Je me rappelle, le dimanche, on venait chercher mes grands-parents et moi dans la limousine qui était le seul taxi du village pour nous amener à la grande messe qui était à 9 h du matin et on faisait une entrée magistrale et on s'installait dans le premier banc qui était le banc des seigneurs. Le dimanche matin, en ce temps-là, on continuait à aller à l'église assez fidèlement. On avait toujours, il y avait un banc seigneurial devant l'église à la droite, dans ce qu'on appelle la chapelle Saint-Louis. Et puis, on avait notre propre banc à nous, avec une porte et les armoiries de la famille sur la porte du banc seigneurial. Et je me suis dit, bon, on est un peu privilégiés comme famille puisqu'on a notre propre banc qui a une porte. Il n'y en a pas d'autre à l'église. On a toujours eu un respect pour la famille Laplante. Parce que c'était le Seigneur. Mademoiselle Jeanne nous accueillait. Elle nous accueillait tout le temps, gentiment, avec un certain recul, par exemple. Tu sais, elle n'est pas de familiarité, rien, là.
On était simplement un débiteur qui venait payer son dû. Puis quand on arrivait chez Mademoiselle Jeanne, ma mère nous faisait porter nos belles petites robes du dimanche. On allait chez Mademoiselle Laplante. Les billets étaient signés par M. Léon, mais c'est elle qui prenait l'argent en fin de compte. On avait toujours l'idée qu'elle était généreuse, distante un peu, et puis qu'elle était présidente des Enfants de Marie jusqu'à son décès. Alors, ça vous donne une idée. Elle avait un prestige. Puis elle ne s'en laissait pas imposer. Elle savait ce qu'elle était, qui elle était. C'était une personne de d'allure sévère. C'est ce que j'ai vu, moi. C'est elle qui percevait. Ils étaient tous célibataires. Ils étaient tous célibataires. Tout le monde était célibataire. C'est pour ça que la famille s'est éteinte. Pas de descendants, ça s'est éteint. C'était vraiment les derniers de la famille. C'est malheureux parce que ça aurait été plaisant que ça soit perpétué, mais ça, on n'y peut rien. Dans mon enfance, parce que mon père me parlait de ça quelquefois, dans mon enfance, ces années, c'était après la guerre, que même à cette époque, ce n'était plus les lois féodales où on offrait une certaine portion de la récolte, mais les gens venaient apporter quelques pommes ou ci ou ça de la récolte. Ils disaient que ça se faisait un peu, des petites choses. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça signifiait dans le temps. Ça, je l'ignore. Votre famille ou vos grands-parents, vos parents après, possédaient encore des terres? Une bonne distance de grosseur de terrain. De terres qui leur appartenaient en propre. Oui. Puis de ces terrains-là, ils en allouaient à des cultivateurs moyennant des rentes, c'est ça? À l'époque, des rentes, oui. Ouais. Mais après que les rentes ont cessé, ben, mon grand-père avait décidé, c'est ça que je garde personnellement. Et puis c'est ça qu'on a cultivé. Tous les terrains ici à l'ouest, incluant le camping, là, ici sur le bord de la mer, ça a été vendu par toi, ça? Oui, les gens venaient payer, c'était pas cher. C'était 13 piastres par année. Il fallait pas les augmenter parce que ça les fâchait. Puis si on multipliait ça, là, ils voulaient acheter leur terrain, ben c'était 200 quelque chose, 260 à peu près. Puis pas plus. Donc votre père s'en est occupé après son père et votre mère après la mort de votre père. Oui. Tous les terrains ici, aller jusqu'au fleuve, ça appartenait à la seigneurie. Le bas, là, ils appelaient ça le bas village, là. C'est là que la maison ancestrale était, tout près du quai. Puis c'est là que la première église était. Puis après ça, bien, les gens d'en haut et du bas se sont chicanés. Il y a eu une deuxième église en haut. Mais tous les terrains ici, là, on est réellement là, presque dans le cœur de la seigneurie, là, des terrains. Là. Mais quand on a décidé de venir habiter tout le temps dans cette maison-ci, pour Claude, je m'occupais des comptes et les premiers taxes, les premiers relevés de taxes, il y avait une taxe seigneuriale de 43 sous payée à la seigneurie de Sol. Alors, j'ai dit, regarde, t'es chez moi, on va lever le prix un peu, on va te faire payer un peu plus. Enfin, j'arrête là. Il y a d'autres droits seigneuriaux que j'ai pas exigés, parce qu'en général, ça allait pas dans ce sens-là. Mais, alors, vous voyez, c'est vraiment mon histoire. Je me sens ici, chez moi. Quand je suis arrivée ici, c'est la notion historique qui d'abord m'a frappée. Surtout, c'est quand on m'a remis les papiers, tous les documents, avec des beaux gros signes rouges, j'ai vraiment eu le goût et la curiosité de voir ça. Tiens, ça, c'est vraiment l'original. Le testament de? De Antoine. Antoine III. Oui.
Oui, c'est ça. Donc, il est mort en 86. Alors ça, c'est vraiment lui. Donc, c'est le grand-père de tout le monde, là. Oui. Vous l'avez pris? Parce que je trouve ça important. Quand je suis arrivée ici, voyez-vous, j'ai appris que c'était le manoir de Fossambeau, la seigneurie de Fossambeau. Il y a la route de Fossambeau. Alors, ce Fossambeau-là m'a intéressée. J'ai voulu savoir d'où ça venait. Et ça m'a amené à découvrir les Juchereau. Alors, Juchereau de Mort, Juchereau de Châtelet. Alors, encore là, des points d'interrogation. Comment deux frères peuvent-ils avoir des noms si différents? D'une chose à l'autre, j'ai commencé à fréquenter les archives à l'Université Laval. Nous avons déterré beaucoup d'artefacts qui sont reliés à la vie que menait le meunier et puis à la vie que menaient les censitaires, puisqu'on a des morceaux du fonctionnement du moulin et du séchoir. Le manoir, où les censitaires venaient payer leur dû. C'était d'ailleurs quand les Juchereau tenaient des terriers et un censier. Et il faut dire, comme je parle souvent du numéraire, c'est que dans ces livres-là, on voit qu'ils servaient de banquiers. Les seigneurs servaient de banquiers à ce moment-là. Quand je feuille ça, c'est le fun. C'est intéressant à regarder les transactions, la manière que ça se faisait à ce moment-là. Là. Je vois ça ici, là, un monsieur qui louait là, 3 arpents de... Il appelle ça 3 arpents de front par 21 arpents et demi de profondeur par année à 0,07 cents. 7 cents par année. C'est payable à ce moment-là, le 11 novembre, à chaque année. Là, on voit ici, à partir de moi, ici, j'ai le registre de 1925 à 1939. Il y a d'autres registres qui existent là, antérieurement. Et c'est quand on voit les montants par année. Ici, ça coûte, le monsieur ici, il coûtait 2 arpents par 42, ça coûtait une pièce et 2. Une pièce et 2. Ça, c'est à partir des années 1923 jusqu'à 1939. Ce qu'il a remarqué, c'est que le prix n'a jamais changé. Hein. C'est ça qui est fascinant. Tu sais. Il n'y avait pas de rajustement année après année. Il n'y avait pas d'indexation dans ce moment-là. Mon mariage, nous sommes allés habiter 2 ans en Angleterre. J'habitais une vieille ville de Stafford, où mon mari étudiait parce qu'il avait une bourse. Moi, je travaillais au laboratoire de chimie à ce moment-là. Mais ça nous a permis de visiter beaucoup de ruines. C'est ce qui m'a fait croire que j'étais capable de restaurer le moulin sans qu'il soit remis dans sa condition originelle. C'était des ruines qui avaient leur valeur comme témoignage, et tout comme quand je suis allée en Grèce. Je disais que tout ce qu'on voyait, c'était des colonnes, puis des morceaux de murs, et puis des espaces où on nous disait, bien, ici c'était un bain, ici c'est... Mais c'est de là que me vient la notion qu'on peut conserver des choses sans qu'elles soient complètes. Il y a une vraie nostalgie du manoir seigneurial. Quand Yves de Roquebrune parle, quand il allait au manoir de Fossambeau, chez ses grands-parents au début des années 40, et qu'une fois par année, ses parents recevaient les gens du village, là, on voit qu'il y a quelque chose qui survivait. Oui, il y a vraiment une nostalgie des manoirs. Mon père était diplomate et écrivain. Il était écrivain surtout dans les années 1920. Il a écrit un livre justement sur les seigneuries du Québec, le système féodal. Comme c'était un anglophone, il a écrit en anglais, Feudal Canada. Il nous disait que l'époque des seigneuries n'était pas quelque chose de mauvais, que c'était quelque chose de très intéressant et bien fait.
Ça, c'est le sens de l'histoire de mes ancêtres. Ça, c'est dans le terrain, dans la maison. Et ça, c'est une chose de fierté d'être une partie de l'histoire du Bic. And there is a plaque at the cimetière, at the graveyard here in Bic, that is in his honor for having given the land. And he was a king's notary, and he provided services to le gouverneur général du Canada, Lord Dalhousie. Et ce table ici, c'était une table de la salle des serviteurs de la gouverneur général à Quebec City. And love music, and we all enjoy. My wife and I play duets at times with piano and music, and my wife also plays duets with our daughter who plays the French horn. And there is music in our background. Archibald Campbell jouait de la flûte, et son fils William Darling jouait de le violoncelle. Et je pense le nom de Sainte-Cécile du Bic, il y a une histoire qui raconte que c'est Sainte-Cécilia. Elle était le sainte patron saint des musiciens. Et je pense que c'est pourquoi c'est Sainte-Cécile, c'est pour le Bic. Je m'appelle Jessica Elizabeth Heather Cann et je suis la fille de daughter de Douglas Cann. J'ai ici un livre de Grace Campbell, my great-great-great-grandmother. Et last night, quand j'ai ouvert ce livre, it opened to The Campbells Are Coming. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming to Bonnie Loch Lothian. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming to Bonnie Loch Lothian. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. Upon the lomans I lay, upon the lomans I lay. I looked down to Bonnie Loch Lothian and saw three bonny pipers play. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming to Bonnie Loch Lothian. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. The Campbells are coming, oh ho, oh ho. Je m'appelle Nicolas Harvey. Je suis un des deux meuniers qui travaillent sur le site des Moulins de l'Île aux Coudres. Je suis descendant Harvey du Four, notamment je vis à l'endroit où le premier Harvey est arrivé, Sébastien Harvey. Donc je suis un produit 100% de l'Île aux Coudres, un marsouin comme on nous appelle. Ouais, grandi sur l'île toujours. J'avais des gènes un peu d'historien, c'est sans le savoir. Mais là, en plus, en obtenant l'emploi ici, là, ça a vraiment déclenché tout ça. C'est l'année que je me suis inscrit à l'université. Comment tu vois le fait de reproduire les gestes composés des anciens meuniers? Ben, c'est toujours intéressant. Moi, ça vient me chercher là, avec mon attrait pour l'histoire. Mais de faire ce que les meuniers faisaient depuis l'Antiquité presque, là, avec l'arrivée des moulins à eau, c'est merveilleux C'était la base. Là. Si on n'avait pas de farine, là, on ne pouvait pas faire le pain qui était une grande partie de l'alimentation. Comment vous dire, ça devient notre deuxième vie. Hein. C'est même pas un emploi, c'est une passion. Je pensais hier au moment où je devrais quitter mon emploi, puis ça me tentait pas. J'ai pensé à autre chose. On devient assez attaché à ça. Ouais. Tous les bâtiments historiques, de toute façon, il y a une énergie hein, qui est ici, il y a du vécu, on la ressent quand on entre. Là. Puis on le voit dans le visage des gens qui visitent. Là. Il y a une certaine énergie assez puissante là, qui est ici. Hein. En plus que je peux exercer le métier qu'ils faisaient à l'époque en même temps, expliquer aux gens. C'est incroyable. On brasse notre farine. On va checker si la brassée est correcte. On va tout simplement passer un petit coup de palette. Et là, on voit, il n'y a pas de trait blanc dedans, donc
Ma brassée est correcte. Ça fait 29 ans cette année que je suis meunier à la Seigneurie des Aunais. Donc, il faut aimer un peu ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on aime dans le travail de meunier? Ben, moi, je te dirais que c'est tout un art faire le métier de meunier. Les gens qui disent le contraire, là, vous les enverrez. On va en discuter. Un moulin comme on a ici, c'est des moulins qui sont opérés avec les sens. Le toucher, l'odorat et l'ouïe. Donc, tu peux pas développer ça dans un livre. Il faut que tu le fasses. Ben, même la vitesse du moulin, l'humidité peut jouer sur les grains. Donc moi, si je décélère, je dois m'en rendre compte. Si j'accélère, je le sais tout de suite. Là. Puis s'il y a un bruit, je vais arrêter tout ce que je fais pour... on est très sollicité avec Louis. Il faut atteindre le fameux tic-tac du moulin qui est un peu le rythme de la chanson. Et aussi avec mes yeux, ben moi, je vais aller voir un petit peu qu'est-ce qui sort dans mon tamis. Si ma fine fleur tombe trop loin, c'est que là, je vais la perdre parce que je ne l'utiliserai pas. Parce qu'il faut faire un certain mélange après pour pas mettre trop de son dans la farine. Ça devient dur à digérer. Pas trop d'écorce dans le cas du sarrasin non plus. Donc, ouais, en même temps que là, si je m'aperçois que je suis trop rapide, il faut que je ralentisse un petit peu puis je vais aller vérifier tout ça. Vous, pouvez-vous dire que vous travaillez comme travaillaient les meuniers? Moi, je te dirais que... du régime seigneurial? Oui. C'est Moulu sur Meule de Pierre, la même chose. C'est comme si on serait à l'époque. Ce qui change, c'est les farines que je fais, moi, qui sont différentes. Parce que si on parle de l'époque, eux autres choisissaient le porte. Moi, après le Bluto, j'ai 5 portes. Et 5 composantes, plus le gros son qui tombe dans un sac à part. Et à l'époque, les seigneurs, premièrement, ils se prenaient juste la première... Quand ils se faisaient moudre du grain, ils prenaient juste la première porte, la fine fleur, parce qu'elle était plus fine, plus blanche. Tandis que les censitaires, eux autres, pouvaient prendre 2, 3, 4, 5. Les plus pauvres prenaient plus de portes. Puis c'est eux autres qui avaient la meilleure farine. Vous voyez-vous dans la continuité d'une lignée de meuniers ici à Saint-Roch? Bon, moi, je pense que je fais un bout de chemin. Puis je me fais un devoir, par contre, mais que je laisse ma job de meunier, de le montrer à quelqu'un d'autre. Fait que si jamais je pars, ben je vais essayer de le montrer. J'adore venir au seigneurial parce que c'est un ancien morceau d'histoire. Puis on vient ici, on se déguise en genre ancien temps. C'est cool parce qu'on peut s'asseoir dans le banc seigneurial. Puis c'est genre spécial parce que je vois tout le monde. Moi, je participe pas nécessairement à la messe. Fait que c'est cool quand moi je viens, j'ai genre un traitement spécial. Comment tu te sens quand tu mets ta belle robe, comme hier soir? Contente. Est-ce que tu as d'autres membres de ta famille qui sont avec toi? Costumés aussi? Oui. Est-ce que tu veux m'en parler? C'est qui les autres membres de ta famille que tu vois quand tu viens ici? Il y a ta maman, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a d'autres? Olivia. Olivia? C'est qui Olivia? Ma cousine et ma tante Elisabeth. Ce que nous faisons tous les dimanches des seigneuriales, on joue le rôle de seigneur. C'est une très bonne célébration. Il y a beaucoup de... En anglais, je dis, quand on me dit « Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Qu'est-ce que c'est? » Je dis « C'est un historical reenactment ». Comme on voit, c'est très populaire un peu partout dans l'Amérique du Nord, en Europe. Il y a 300-400 personnes qui sont habillées en costume d'époque qu'ils ont fait eux-mêmes à l'Église durant la messe seigneuriale. Ça touche le cœur. Et là, on se dit, je pense que notre famille est pas mal importante. Je pense qu'on devrait faire quelque chose pour le conserver. Toute cette histoire-là, c'est quelque chose qu'on oublie dans le quotidien. Puis des fois, il y a des moments où je me sens peut-être différente. En tout cas, bref, cette quête-là ou cette découverte-là de l'histoire de ma famille, ça me fait comprendre où je veux aller puis d'où je viens. Moi, franchement, je n'ai pas réussi à transmettre cet héritage à mes enfants. Et je ne sais pas si c'est perdu. Je me vois comme concierge de ce bâtiment. C'est le temps probablement que je quitte, mais
Quand je faisais des réparations, par exemple, j'ai fait enlever les fenêtres quand on avait besoin de remplacer un petit... pour garder tout ce qui était authentique de cette époque-là. Alors, c'est ça qui est important, c'est d'avoir les connaissances et la responsabilité de garder. Alors, c'est pour ça que je pense que ça, c'est mon témoignage. J'espère qu'ils n'oublieront jamais qu'ils descendent des rues.